Et maintenant, la parole à Alban Madjar. Alban Madjar représente ici les PME, la Confédération des PME françaises, mais aussi les PME européennes, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'abord, pour commencer, moi je suis chef d'une PME, d'une petite PME. Donc vous pouvez imaginer qu'avec de tels voisins à cette table, et avec l'Hercule Farnèse en face, je me sens tout petit. Absolument. Alors, donc, je suis délégué aux affaires européennes de la CPME. La CPME représente 150 000 adhérents. Et pour des PME, ils ont une moyenne assez élevée d'employés, puisqu'il y a 23 employés par PME en moyenne à la CPME, alors que la moyenne en Europe est de 4,5 employés par PME. Je suis également vice-président de SME United qui rassemble l'artisanat et les PME en Europe, c'est-à-dire que nous intégrons deux piliers, un pilier qui est les associations nationales et puis un autre qui sont les associations sectorielles européennes. Nous avons 80 associations qui sont représentées, ça veut dire 12,5 millions de structures et 65 millions de salariés. Donc, quand Fabrizio Romano hier parlait de 400 000, eh ben, on a explosé le chiffre au compteur, on est à 65 millions,4. Donc, moi, je voulais vous parler de quelque chose qui est peut-être à la fois un problème et une solution. Donc, c'est tous les soucis auxquels les entreprises, les PME, aussi bien italiennes que françaises, sont confrontées. Et c'est finalement les mêmes, on les retrouve très souvent dans les programmes que les associations européennes nationales et européennes, avaient soumises avant les élections européennes, les dernières élections européennes qui ont donné une commission qui tarde d'ailleurs à se mettre en place, il faut le dire. Donc la première chose, c'est l'accès aux compétences. L'accès aux compétences, c'est de trouver finalement du personnel jeune, ou moins jeunes, et qui puissent naturellement avoir sa place dans les entreprises et bien répondre à l'attente des entreprises de taille PME. La seconde chose, c'est le nouveau défi du numérique, et ça recouvre un petit peu le point précédent. Il faut trouver des personnes qui soient capables d'apporter un numérique simple à comprendre, et parallèlement, il faut former le personnel qu'on a déjà au sein de nos entreprises et qui est parfois distancés par cette invasion du numérique. La troisième chose pour les PME, la difficulté, c'est l'accès aux finances, c'est-à-dire la possibilité de financer les investissements et la manière dont on va pouvoir trouver des financements. Les investissements, par exemple pour le numérique, en France, on a une grande difficulté, c'est que le temps passé à former les gens ne peut pas être considéré comme une immobilisation. Or, c'est quand même un ajout, un actif réel qui est donné à l'entreprise. Le quatrième point, c'est la fiscalité. En France, nous sommes les champions des changements constants des règles du jeu en matière de fiscalité, et on sait que ça touche plus particulièrement les PME. Et puis, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui est relatif au développement durable. Là aussi, il faudrait qu'on comprenne un petit peu ce qu'on veut. Vous savez que nous avons la grande chance en France d'avoir l'École nationale d'administration. Donc à l'École nationale d'administration, il y a des gens tout à fait compétents, mais il y a des gens qui ne se frottent jamais au cours de leur vie à ce qu'est une entreprise. Donc parfois, ils prennent des décisions dont on s'interroge sur le bien fondé. Et c'est vrai qu'on voudrait parfois qu'ils aillent faire des stages en entreprise, et y compris dans les PME. Donc pour le développement durable, on a un peu de mal à saisir quel est le script qu'il faut suivre. Et je crois que c'est vrai de pas mal de pays d'Europe. Donc, il ne faut pas tout voir d'une manière trop négative. Il existe en Europe quelque chose qui s'appelle le Small Business Act, et qui est très intéressant. Ça a été mis sur pied en 2008. Il y a eu une première révision en 2011, et on en attend une pour incessamment sous peu. Et si vous lisez les 10 principes du Small Business Act, vous allez taper des mains et des pieds, tellement c'est fantastique pour les PME. Il y a 10 principes. Premièrement, développer un environnement favorable aux entrepreneurs. C'est merveilleux, là,
C'est fantastique. Deuxièmement, adopter une politique de la deuxième chance pour les entrepreneurs qui souhaitent redémarrer une activité après un dépôt de bilan. On dit c'est bien, ils ne vont pas être considérés comme des pestiférés. Troisièmement, intégrer le principe de priorité aux PME dans toutes les législations. Ça c'est bien aussi, c'est fantastique, ils vont y penser avant de faire la moindre directive. Quatrièmement, assurer la réactivité des administrations aux besoins des PME. Là encore, c'est rien que du bonheur. Ensuite, modifier les instruments dont disposent les pouvoirs publics en matière de passation de marchés publics et d'attribution d'aides d'État, c'est-à-dire qu'on ferait passer les PME devant. Là aussi, c'est fantastique. Sixièmement, faciliter l'accès des PME au financement. Encore, que du bien. Septièmement, aider les PME à profiter davantage des potentialités du marché unique, c'est-à-dire elles seraient comme des poissons dans l'eau. Huitièmement, promouvoir le renforcement de l'innovation et des qualifications au sein des PME. On continue. Neuvièmement, permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités, c'est vrai, ça peut créer aussi des emplois, des vocations. Et dixièmement, accompagner les PME dans leur croissance internationale. Là, vous pouvez applaudir. Mais, c'est ce qui s'appelle un acte, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucune force contraignante. Donc c'est un très joli décor. Mais on pourrait l'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien dire, on va refaire un Small Business Act européen, maintenant, et puis on va mettre en place un plan d'application sur 5 ans. Et puis, au-delà encore, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des SME Envoys, donc des envoyés pour les PME de chaque pays. Imaginons, mais c'est un de mes rêves les plus fous, I have a dream, n'est-ce pas ? C'est que ces SME Envoys, ce soient des personnes qui connaissent les entreprises, qui, par hasard, auraient pu être chefs d'entreprise. Et donc là, ça serait fantastique, parce que je ne dis pas que les SME Envoys ne savent pas de quoi ils parlent, ça serait une attaque basse, mais ça aiderait quand même à ce qu'il y ait davantage de choses qui se passent. Donc, ça, c'est une première chose. Au-delà de tout ça, qui serait un cadre européen, on peut aussi attacher une importance non négligeable à ce qui s'appelle, pour le développement à la fois des entreprises, des PME françaises et italiennes, à quelque chose qui s'appelle la responsabilité sociale et environnementale. Donc, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'en anglais, vous savez que l'anglais est la langue dominante en Europe, il y a quelque chose qui est, comme on dit, lost in translation, parce qu'ils ont appelé ça corporate social responsibility. Donc, il y a un aspect environnemental qui a quand même pas mal disparu, sauf si on considère que la société se préoccupe de cette transition. D'autres pays ont appelé ça comme le capitalisme inclusif. Bon, il y a une certaine partie de la population qui considère quand même que le capitalisme, c'est un gros mot. Donc, je préfère plutôt responsabilité sociale et environnementale. Et il y en a certains qui ont parlé de transition écologique ou économico-écologique. Et je trouve que c'est aussi je dirais, une appellation qui est plus complexe. Donc, quel est l'objectif de ce RSE, ou de cette plutôt RSE ? C'est premièrement un outil de renforcement du dialogue social. Deuxièmement, un levier d'amélioration de la performance économique. Et troisièmement, un facteur de protection de l'environnement. Mais c'est une chance, et je crois qu'il faut que les PME italiennes et françaises s'en emparent véritablement. Parce que on peut voir ça comme ayant deux aspects. La première chose, c'est une prise en charge des enjeux de tout ce qui est la mutation, la novation écologique qui va s'imposer à nous, et je crois que nous devons l'accompagner. Et la deuxième chose, c'est de donner aux entreprises et à leurs salariés une raison d'être, un autre rapport aux gens, que ce soit les clients, les fournisseurs ou le personnel qu'on va engager. Il y aura un autre rapport au territoire et il y aura un autre rapport à cette fameuse génération Z, c'est-à-dire la nouvelle génération, et à son embauche. Forcément, les enjeux vont jouer sur les transports, les formes et les conditions de travail et sur l'incidence du numérique. Mais je crois qu'il faut que les entreprises, nos PME, sachent créer de la valeur partagée. Et pour ça, je vais prendre une autre image, si Sergio me le permet, et Fabricio aussi. C'est que vous savez peut-être que dans le Mexique précolombien, il n'y avait pas 4 points cardinaux, mais 6. Et dans les entreprises, on a déjà 4 points cardinaux.
On a les produits, les clients, les fournisseurs, les salariés. Et en dessous, vous avez un autre point cardinal qui est en fait la vision, l'intelligence du chef d'entreprise ou de ce groupe. Et au-dessus, vous avez cette responsabilité sociale et environnementale qui va baigner la totalité de l'action de l'entreprise. Donc forcément, alors pour les points cardinaux, ça va vous paraître une révolution copernicienne, mais je pense que et grâce à IREFI, entre les PME françaises et italiennes, il peut y avoir un travail commun dans la façon de définir, de déployer et de partager cette responsabilité sociale et environnementale. Et c'est là où je suis, une fois de plus, attaché à la pollinisation croisée. Merci. Merci, Albin. Tu as parlé